Bonjour à toi l'investisseur aguerri, me voilà de retour sur ma chaîne YouTube. Alors je te prie de m'excuser pour les 6 derniers mois, mais une de mes résolutions de 2022, ça va être notamment de produire plus de vidéos et de mettre plus de contenu en fait disponible à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que d'un, ça me fait plaisir de le faire et de deux, parce que ça peut t'intéresser. Alors si cette vidéo t'intéresse ou que tu veux t'inscrire à la chaîne, n'oublie pas de mettre un petit like ou d'appuyer sur le bouton de souscription. Comme ça, tu seras tenu informé de mes nouvelles publications. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, enfin te parler des meme stocks. Peut-être en as entendu parler. En fait, les meme stocks, ça fait référence à une action gagnant de la notoriété populaire suite à un engouement en fait sur Internet, en ligne ou sur les réseaux sociaux, notamment Reddit, Twitter ou Facebook. Alors les communautés autour de ces meme stocks peuvent influencer en fait le prix et faire gagner un momentum qui est complètement décorrélé des fondamentaux de la compagnie et conserver une valeur élevée. Et puis dans certains cas, ça peut même, grâce au phénomène de short squeeze, faire catapulter complètement le prix d'une action. Et on verra notamment l'exemple de GameStop qui est le plus parlant pour ce phénomène de short squeeze. Alors aujourd'hui, on va parler d'abord de qu'est-ce que c'est qu'un meme stock. Ensuite, on va parler un peu du vocabulaire lié en fait à tout ce qu'on peut retrouver autour de ces meme stocks. Après, je parlerai de GameStop et qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le phénomène dont je t'ai parlé du short squeeze qui a influencé le prix de GameStop. Et enfin, je te donnerai quelques pistes sur des nouveaux justement meme stock et puis qu'est-ce que moi j'en pense. C'est toujours à titre éducatif, hein, bien sûr, c'est surtout pas un conseil financier que je fais, mais c'est juste pour élargir, on va dire, notre panel de connaissances. Alors, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que c'est qu'un meme stock? Les stocks, ce sont des actions de compagnie qui ont subi des augmentations de prix complètement hallucinants ou une activité, on va dire, virale sur les réseaux sociaux. En général, les compagnies concernées ne sont pas des compagnies dont les fondamentaux financiers sont solides, c'est-à-dire que ils n'ont pas en fait de bilan comptable qui sont solides, ils n'ont pas de cash flow important, ils ont par exemple des dettes qui sont colossales déjà et ça a une très très grande volatilité, c'est-à-dire que les prix en fait c'est un peu comme les montagnes russes, ça monte très très vite très haut mais ça redescend comme une pierre et très très bas. Alors, il y a des phases qui sont liées à ça. Et pour parler de ces phases, tu vois, j'ai fait un petit slide et on va en parler tout de suite de ces 4 phases. Donc, les 4 phases qui sont liées en règle générale au meme stock, et là j'ai pris l'exemple de GameStop entre novembre 2020 et février 2021, il y en a 4. Ces 4 phases sont la phase d'adoption précoce, la phase intermédiaire, la phase tardive et la phase de prise de bénéfice. Bon, à côté de ça, j'ai également mis des encadrés en rouge pour essayer de donner quelle est la chronologie qui est liée et quand est-ce que les phénomènes apparaissent, on va dire. Alors, le premier, c'est quand il y a une identification par une poignée d'investisseurs qui, eux, achètent en grande quantité une action et donc, du coup, en fait, ça fait augmenter le prix, mais de façon très faible. Là, c'est là où on va retrouver en fait les postes d'origine sur une communauté, sur d'un réseau social ou d'une communauté, on va dire, restreinte. Et la transition entre cette phase d'adoption précoce et la phase intermédiaire, elle va se situer dès qu'on va voir apparaître les premiers reposts en fait à propos d'une compagnie pour générer de l'intérêt. Et si ça prend à ce moment-là, en fait, c'est très simple. Si ça prend, eh ben, il va y avoir une augmentation de volume. C'est-à-dire que il va y avoir de plus en plus d'intérêt qui va être généré, mais toujours au sein d'une communauté, enfin d'un réseau, et les gens vont commencer à acheter. Donc le prix va commencer à monter, en fait, alors je dis en flèche, mais en fait, il va monter de façon significative. Une fois que cette communauté, en fait, arrive entre guillemets à saturation par rapport à l'intérêt, eh ben, ça va déclencher la phase 3 qui est en fait ce qu'on appelle la phase déjà tardive. Et c'est-à-dire qu'il va y avoir un intérêt qui est accru au sein de la communauté d'origine et il va y avoir une diffusion sur les réseaux sociaux. C'est là où on va commencer à voir apparaître en fait des choses, des posts sur d'autres communautés et qu'il va commencer à y avoir des articles qui vont être publiés dans des journaux plus ou moins sérieux
à propos d'un phénomène. Voilà. Et c'est là où on va rentrer dans ce que je vais appeler, et détailler un tout petit peu plus loin, le FOMO, les YOLO. Et dans cette phase tardive, en fait, il y a une grande activité qui génère un grand intérêt, de grands volumes. Et donc, du coup, là, pour le coup, le prix de l'action monte de façon exponentielle. Alors, sur mon dessin, on voit bien que la courbe est aplatie. C'est parce que forcément, pour créer le schéma, j'ai dû élargir en fait le temps. Voilà, sinon c'était une phase tardive qui est en fait relativement courte. Et ensuite, on va finir par la phase de prise de bénéfice. Bah, là, c'est relativement simple. C'est les investisseurs d'origine, eux, vont commencer à prendre les bénéfices. Mais comme c'est supporté par aucun fondamentaux, eh ben, le prix va commencer à descendre. Les gens qui ont participé à la phase tardive, c'est-à-dire les nouveaux investisseurs, les investisseurs qui n'ont aucune connaissance financière ou éducation financière, ceux qui ont participé parce que leur copain ou leur voisin leur a dit qu'il fallait l'acheter, j'en passe et des meilleurs, et ben il va plus y avoir de gens pour supporter ça et d'intérêt, et ça va commencer à dégringoler et ça va faire juste un effet boule de neige, c'est-à-dire que ça va commencer à descendre, et puis il va descendre parce que les gens vendent, comme les gens vendent, ben, les autres commencent à prendre peur et à vendre, et ainsi de suite, et puis là ça dégringole jusqu'à des prix soit qui reviennent au prix d'origine, soit ben, qui descendent et puis en fait se stabilisent à un moment donné, et on verra pourquoi, à cause de ce qu'on appelle les mains de diamant. Alors maintenant, je vais te parler un petit peu du vocabulaire associé à ces actions mimes. Eh bien, le premier, c'est apes. Apes, c'est en fait pour définir les membres de la communauté. Ça a comme référence la planète des singes, parce que c'est un petit peu le truc intermédiaire entre le traditionnel et l'évolution d'une espèce, quoi. Bon, c'est un petit peu l'idée. Ensuite, on va avoir le BTFD, qui veut dire le Buy the Fucking Dip. En fait, pourquoi? C'est que l'idée, c'est d'acheter en espérant un rebond. C'est-à-dire que l'idée est bonne. Elle dit qu'il faut acheter bas, vendre haut, attendre que ça redescende et racheter. Donc c'est quand même un principe fondamental. Ensuite, on a ce qu'on appelle les mains de diamant. Alors les mains de diamant, c'est un terme pour dire aux gens de conserver en fait les stocks après une chute, souvent bah, vertigineuse du prix, parce que ils sont confiants que le prix globalement de l'action va rebondir ou remonter. Pour parler de ça, je voudrais quand même te rappeler, puis tu vas le voir tout de suite, que en fonction du pourcentage de perte, le gain n'est pas équivalent au pourcentage de perte pour revenir à son niveau d'origine. J'explique avec un exemple très simple. J'ai 100 euros, je perds 10%, je suis à 90 euros. Je refais 10%, je suis à 99 euros, il me manque 1 euro. Eh ben, cet écart, il est d'autant plus grand que la perte est grande. Voilà. Ensuite, il y a le terme FOMO qu'on a vu dans la phase tardive. Alors, ce terme FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. Ça, c'est le fondamental même de l'investisseur mime qui ne connaît absolument rien et en fait qui est là parce qu'il a vu de la lumière. C'est celui qui veut acheter la tendance, c'est celui qui veut acheter le qu'en dira-t-on, qui ne veut pas en fait se retrouver à ne pas participer parce que tout le monde en parle. Ensuite, on a des termes comme hold the line. Bon, bah ça, c'est un petit peu un terme défensif pour dire globalement aux mains de diamant de conserver leur position. A contrario des mains de diamant, on a les mains de papier. Alors les mains de papier, ça, c'est un terme que je trouve assez offensif parce que c'est un terme qui juge. C'est-à-dire qu'il juge les gens dans le sens où si ils sont définis comme mains de papier, en fait, on les définit comme des individus à caractère faible. Voilà. Donc maintenant, moi, ça m'appelle deux questions. Est-ce que ça a un impact sur l'image, sur les réseaux sociaux des gens? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que ce terme a été mis là pour en fait dissuader les gens s'il y a eu une perte considérable de prix, de vendre et de faire baisser ce prix encore plus bas. Voilà, donc je sais pas trop si c'est un peu de la dissuasion ou si c'est vraiment quelque chose qui joue sur la psychologie en fait des foules et de l'appartenance à un groupe, je ne sais pas ça. Ensuite, on a les tendies. Alors les tendies, c'est en référence à un truc qui est très connu aux États-Unis, c'est le petit blanc de poulet dans le grand blanc de poulet, quoi, globalement. Et ça réfère aux gains qui sont réalisés sur les meme stocks. Il en reste deux qui sont importants à mes yeux, c'est le to the moon. Alors, le to the moon, c'est l'idée, en fait,
de la tendance. C'est-à-dire qu'un stock, à partir du moment où on va lui employer le terme to the moon, c'est un petit message pour dire aux autres que en fait, le prix du stock va être propulsé tel le vaisseau spatial, quoi. Donc, c'est un petit peu l'idée, et c'est un peu pour donner du courage à la communauté et essayer de faire participer. Et enfin, il y a le YOLO. Alors, le YOLO, c'est You Only Live Once. Ça, c'est l'idée globalement du all-in au poker, où en fait on met tous ses euros dans un truc en espérant un gain, et puis de toute façon si on perd, ben, comme on vit qu'une fois, bon ben tant pis, on passe à autre chose, quoi. C'est un petit peu, je dirais, le mojo de l'investisseur qu'on va retrouver sur les meme stocks, celui qui a zéro connaissance et qui, à mon sens, en fait, ne veut pas déplaire à la communauté à laquelle il appartient, parce que avec ce YOLO, en fait, la question qui est posée sous-jacente, c'est pourquoi ne pas participer en ce marché sur cette action. On pourrait se poser la question pourquoi investir sur ces meme stocks, parce que en fait, les joueurs ne veulent pas rater le momentum potentiel, l'appât d'un gain rapide et foudroyant. C'est de la pure spéculation. C'est la même chose que d'acheter un billet de loto à 2 euros, et potentiellement on peut gagner des millions, mais de manière générale, on perd son argent. Il faut savoir d'où vient en fait ce terme de mime, parce que c'est assez rigolo quand même. Le terme de mime vient des réseaux sociaux, où globalement c'est une idée qui est acceptée de manière générale, sans être en fait remise en cause. Par exemple, ça va être des choses qui appartiennent à la culture, à l'environnement familial ou communautaire. Ça n'a pas beaucoup de fondements rationnels. C'est un concept qui est acquis, en fait. Pour l'utilisation des mimes sur les réseaux sociaux, en fait, le point de départ de tout ça, c'est quand même à l'origine, c'est le Dogecoin. Parce qu'à l'origine, le Dogecoin, ça a été créé pour faire une blague, mais en fait, qui est devenue très populaire, et encore plus lorsque Elon Musk a apporté son soutien, ce qui a propulsé en fait le Dogecoin en multipliant sa valeur de 12 000%. Le Dogecoin, c'est ni plus ni moins que une crypto-monnaie avec une tête de chien, quoi. Donc voilà, ça c'est le fondement même des mimes, du mime, et c'est un petit peu le fondement de l'investisseur qui va aller là-dedans, et puis en fait pour qui la rationalité de la structure financière n'a absolument aucun rapport avec l'investissement en fait sur lequel il s'engage, quoi. Le fait de s'intéresser au meme stock, en fait, c'est juste lié à la popularité, à l'image de celui ou celle qui va être dans la tendance, qui va sortir en fait de cet investissement avec un gain substantiel globalement avant les autres. Donc je sais pas si c'est finalement très communautaire dans le sens win-win pour tout le monde, mais si c'est pas juste en fait une image. Maintenant, on va parler de l'exemple de GameStop. Et à l'origine du phénomène GameStop, c'est quelques investisseurs, mais des investisseurs institutionnels, je dirais, qui ont effectué en fait des shorts sur la compagnie. Alors qu'est-ce que c'est un short? Un short, c'est globalement emprunter des actions à quelqu'un avec le droit de les vendre ou de les conserver, d'accord, en garantissant que, enfin, à un temps donné, on rachètera le même nombre de parts et qu'on les redonnera à l'investisseur à qui on les a empruntés. On a deux investisseurs A et B. B a 100 actions à 1 euro. A les emprunte, les vend à 100 euros. Et il espère qu'une semaine plus tard, quand les actions seront à 0 ou à 10 centimes d'euros, eh bien, il les rachètera à 10 centimes d'euros, donc pour 10 euros ou pour 0, et qui redonnera les 100 actions à B. Voilà, c'est ça quand on short, comment ça se passe, quoi, en très très rapide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a des investisseurs qui sont également présents sur les réseaux sociaux, qui eux sont pour le coup expérimentés et qui connaissent bien les mécanismes. Et ils ont identifié qu'il y avait donc les institutionnels qui avaient pris des grosses positions en short, et ils ont en fait rallié la communauté pour en fait créer un phénomène de short squeeze. Alors le phénomène de short squeeze, qu'est-ce que c'est? Quand l'investisseur A a emprunté les parts à l'investisseur B, il lui a dit dans une semaine, je te rends tes 100 parts, quel que soit le prix. Eh bien, si il y a un phénomène de short squeeze, qu'est-ce qui se passe? A a emprunté les actions de B, mais il y a C qui arrive et qui achète des actions. Ben, le cours de l'action, au lieu de descendre, monte. Alors A, lui, il a deux choses. Soit en fait, il s'est protégé
pour une tendance inverse à celle qu'il a prévue, quoi, globalement. Et dès qu'il identifie ça, rachète les parts à un prix légèrement plus élevé, il les redonne à B, c'est 100 parts, et puis bon, il a perdu quelques plumes. Ou bien il les conserve, ou il ne peut pas les revendre parce qu'il est limité par les organismes qui structurent les ventes d'actions. Et puis ben, il est obligé de les racheter le lendemain ou le surlendemain et ainsi de suite. Donc c'est exactement ça le short squeeze, c'est-à-dire que les institutionnels ont vu que le prix de l'action au lieu de descendre commençait à monter. Là ils ont commencé à s'en séparer, mais comme ils ont acheté à un prix plus élevé que le prix d'origine, et ben le prix a continué à augmenter. Et puis là, ben, comme ils peuvent pas se séparer de toutes les actions, parce qu'on parle de millions d'actions en un coup, et ben ils ont dû racheter le lendemain. Donc automatiquement, le système s'est auto-entretenu. Il a fait justement cet effet boule de neige où plus ça montait, plus ça montait, plus ça montait. Et jusqu'à un moment donné où il a atteint des sommets de l'ordre de 320 dollars l'action, alors que au début du phénomène et à la phase précoce, elle était à 15-16 dollars, et ben jusqu'au moment où ils ont réussi en fait à couvrir leurs pertes et à vendre toutes les actions. Et là, en fait, quand on est arrivé dans la phase de prise de bénéfices, et bien ceux qui étaient dans la phase précoce ont commencé à vendre. Il n'y a pas de support financier, il n'y a plus rien. Les grosses institutions se sont tirées, quoi, globalement. Et il n'y a plus rien qui peut arrêter en fait la chute vertigineuse, et donc la peur commence à l'intérieur de chaque investisseur qui vend, qui vend, qui vend, qui vend, et donc le prix dégringole jusqu'à globalement un retour à 15 dollars. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée de ce qui s'est passé avec GameStop. Les, les gens qui ont rallié en fait, les investisseurs qui ont rallié parce qu'ils ont été pris dans le concept du FOMO, du YOLO, eh bien eux, ils ont pris position à un moment donné où c'était trop tard. Et donc du coup, si par exemple ils ont acheté quand le cours de l'action était à 280 dollars, si un mois et demi après elle est à 16 dollars, on comprend bien que les pertes sont juste colossales. Et comme il y a le principe du FOMO qui est associé au principe du YOLO, eh bien, il y a quand même des gens qui sont venus hyper tard dans le jeu et qui sont arrivés avec des économies assez substantielles, des 50 000 euros, des 100 000 euros, et qui se retrouvent avec quelque chose qui vaut plus que 3 000 ou 4 000 euros. Voilà, c'est ça le principe de GameStop. Voilà. Je t'invite à aller regarder sur Yahoo Finance pour voir et essayer d'identifier par toi-même les phénomènes dont on vient de parler et les phases dont on vient de parler. En quatrième point, je voulais te parler de quels sont les autres stocks en fait et les autres meme stocks qui sont célèbres ou pas. Eh ben, je vais te citer par exemple Nokia, je peux te citer BlackBerry, je peux te citer Bed Bath and Beyond, qui est en fait globalement un droguerie à grande échelle aux États-Unis, AMC Entertainment, qui est en fait une chaîne de cinéma. Voilà. Et aussi à noter que depuis mi-mars, en fait, il y a un regain en fait d'intérêt par les particuliers sur les meme stocks et notamment sur les entreprises technologiques. Pour finir, quelle est mon opinion sur ça? Moi, investir sur les meme stocks, c'est exactement la même chose qu'aller au casino acheter un billet de loto. Donc, personnellement, les meme stocks, c'est quelque chose que bah, j'identifie, j'essaie de voir et j'essaie de me renseigner à ce propos, mais il est hors de question d'investir un centime sur ce type en fait de compagnie. Voilà, mais ça après ça dépend de tout un chacun, des stratégies. C'est très difficile en fait de pouvoir estimer à quelle phase on est. Alors les précoces, oui ça va, mais quand on rentre dans le momentum, c'est très difficile. Et puis en fait, faut bien se rappeler aussi d'une chose, c'est que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, donc tout ce qui monte est voué à redescendre à un moment donné. Et maintenant, c'est la prise de risque qu'on peut accepter qui va définir oui ou non s'il y a un intérêt particulier pour ces meme stocks. Ou bien voilà, écoute, j'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. N'hésite pas à me laisser des commentaires, ton opinion. À bientôt.